Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé de faire une vision macro de la migration, des politiques migratoires. Et j'insiste sur la notion de complexité et du fait qu'il faut changer nos mentalités sur la migration, et c'est en train de se faire. Je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein. Et donc, vous allez le sentir, je ne suis pas quelqu'un du verre à moitié vide. Donc, il y a un élément d'optimisme dans ce que je présente. Premièrement, la première question, c'est que nous sommes tous des migrants. Et je commence souvent par la question, qui dans cette salle habite aujourd'hui dans la ville de naissance de ses 4 grands-parents? Pensez à vos 4 grands-parents. Saint-Jérôme, c'est pas Montréal. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite dans la ville de naissance des 4 grands-parents? Donc, nous avons tous dans cette salle une migration. Ce n'est pas forcément une migration internationale, mais nous avons une migration dans les 2 générations qui nous précèdent. Nous sommes tous des migrants. La migration fait partie de l'ADN de l'humanité. Nous sommes nés, semble-t-il, les dernières recherches, il y a 300 000 ans au Maroc. On a dépassé la vallée du Rift, semble-t-il. On a traversé Bab el-Mandeb probablement il y a 170 000 ans. On a découvert, 130 000 ans, pardon. On a découvert des restes en Israël. On est arrivé en Australie il y a 60 000 ans, en Europe il y a 40 000 ans, en Amérique du Nord il y a 25 000 ans. Je veux dire, et on n'a jamais arrêté de bouger. Donc, de toute façon, nous sommes des migrants. La migration fait partie de qui nous sommes et ça ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas 400 ans de souveraineté territoriale théorique qui va arrêter ça. Et donc, la migration ne peut pas être arrêtée. Elle peut être ralentie, elle peut être dérivée, on peut mettre des barrières, absolument, mais la pression migratoire va toujours exister tant qu'il y a des facteurs qui poussent à la migration. Deuxième élément, les migrants ont des droits. En droit international des droits de l'homme, seuls 2 droits sont réservés aux citoyens. Le droit de vote et d'être élu dans son pays et le droit d'entrer et de rester dans son pays. Tous les autres droits appartiennent à tout le monde, chacun, everyone. Et donc, ça signifie que le droit à l'égalité, par exemple, fait partie des droits qui appartiennent aux migrants. Et le droit à l'égalité, c'est l'interdiction de la discrimination. Qu'est-ce que la discrimination? C'est une distinction non justifiée. Il y a des distinctions justifiées. On n'a pas le droit de vote avant 18 ans, par exemple, mais il y a des distinctions non justifiées. Et il faut tout justifier. Dans ce cadre droit de l'homme, l'expulsion, la détention des migrants est possible si elle est justifiée. Et c'est toujours la question qu'on pose. Et avec les migrants, souvent, on fait face à des politiques et à des pratiques injustifiées. La dignité du migrant n'est pas différente de notre dignité à chacun. Ce sont des gens comme nous qui ont une éducation, des parents, des enfants, des ambitions, des déceptions, etc. On est tous dans la condition humaine. Alors, mon propos ici va parler des migrants sans capital social. Donc, je ne parle pas des expats ingénieurs canadiens au Qatar. Je m'intéresse à 2 catégories principalement, les migrants sans statut, sans papier, et les travailleurs migrants temporaires. Donc, des gens qui ont très peu de capital social dans la société, et on va voir pourquoi. On a un problème technique, c'est que les démocraties ne savent pas représenter les migrants. Le migrant ne vote pas, par définition. Le migrant proteste très peu, et quand je parle du migrant en situation précaire, sans papier ou avec contrat de travail temporaire précaire. Et ils ne se plaignent pas, ils se syndiquent assez peu, pour toutes sortes de raisons. Il y a du progrès dans les dernières années, mais historiquement, ce sont des gens qui ne cherchent pas à se faire remarquer parce que le risque d'être arrêté, détenu, renvoyé est trop grand et ils ont besoin de continuer l'emploi qu'ils ont, clandestin ou pas clandestin, parce qu'ils nourrissent leur famille, parce qu'ils construisent un avenir, pour toutes sortes de raisons. Ils remboursent des dettes très souvent. Donc, les migrants ont peur d'être repérés. Et bien souvent, leur principal objectif, c'est de survivre, de passer au travers des obstacles. Donc, un migrant, par exemple, clandestin, qui n'est pas payé pendant 2 mois et qui a continué de travailler en espérant d'être payé, il ne va pas aller devant les tribunaux pour réclamer son salaire. He's moving on. On va trouver un autre job, puis là, on renverra de l'argent à la maison.
Et ça, c'est une limite, ça découle d'une limite structurelle de nos démocraties électorales. Hein, c'est le meilleur système de gouvernement qu'on a jamais inventé, mais il a une grosse limite, c'est que ça ne s'applique qu'aux citoyens. Et notre régime universel des droits de l'homme n'est véritablement protégé que pour les citoyens, pas pour ceux qui sont à l'extérieur du système électoral. Et on voit bien des politiciens pour qui défendre le droit des migrants, c'est considéré comme un suicide politique. Les discours politiques sur la migration sont irresponsables. Je ne veux pas dire par là que les politiciens sont irresponsables. Certains d'entre eux le sont. Mais les politiciens ne sont pas irresponsables. Mais il n'y a pas de responsabilité politique à dire n'importe quoi sur les migrants. Comme il y a 30 ans, il n'y avait pas de responsabilité politique de dire n'importe quoi sur les gays et lesbiennes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pushback électoral, qui est ce que comprennent les dirigeants politiques. C'est le système démocratique, de démocratie électorale que nous avons, l'aiguillon électoral. Et c'est ça qui fait bouger les politiciens. S'il n'y a pas de pushback, les politiciens ont rarement l'initiative de bouger. Le discours nationaliste populiste sur l'immigration est fondé sur toutes sortes de mythes, de stéréotypes, de fantasmes qu'on répète. Hein, l'expression de Jean-Marie Le Pen, il y a bientôt 40 ans, 2 millions d'immigrants, 2 millions de chômeurs. Faisant une équation qui est absurde au plan économique, ressources humaines, etc., mais ça reste. C'est dans les mentalités dans de nombreux pays. Il a pris ma job. C'est la faute des migrants. Ce sont des stéréotypes, ce sont des fantasmes. Ça permet d'avoir des boucs émissaires, c'est très utile en politique. Ça ne veut rien dire sur le terrain pour les démographes, les sociologues, les politologues, mais ça marche politiquement. Le migrant en situation irrégulière, il est toujours présenté comme un illégal. Un enfant à l'école qui n'a pas le droit d'être à l'école, aujourd'hui c'est mieux au Québec, mais dans bien des pays, il n'y a pas le droit, c'est un illégal. Ce n'est pas un enfant, c'est un illégal. Un travailleur migrant qui travaille, ce n'est pas un travailleur, c'est un illégal. Et donc, on a cette constante répétition. On utilise un langage liquide. Et moi-même, je dois faire attention à mon propre langage. Les flux de migrants, endiguer les vagues migratoires, ils s'infiltrent par la frontière. On utilise tous ces termes-là, puis en anglais, c'est encore pire, et je pense que c'est dans toutes les langues. On utilise un langage liquide. Pourquoi? Parce que ce qui est liquide, c'est une masse informe, sans individualité. Et donc, ça permet de ne pas penser aux individus. Ça permet de ne pas penser à Jeanne ou à Paul. Ça permet de se dire « Ah, c'est menaçant ». C'est comme une vague qui déferle après qu'un barrage est cédé. On ne peut pas faire grand-chose. Et donc, il y a des stéréotypes, et ce sont des stéréotypes que nous avions. Moi, quand j'étais jeune, l'idée que les femmes ne pouvaient pas conduire, ou quand il y avait un conducteur qui faisait une erreur sur la route, c'était une femme, ça paraissait évident, normal. Les femmes ont repoussé ce genre de stéréotypes et heureusement, les actuaires nous ont prouvé que les femmes conduisent mieux et qu'elles payent des primes d'assurance inférieures. Hein, les actuaires l'ont démontré. Mais il a fallu que les femmes se battent pour ça. Et bien d'autres stéréotypes. Aujourd'hui, faire une blague sexiste dans un contexte électoral, au Canada, ça passe mal. Il y a une partie de l'électorat qui réagit. Il y a 50 ans, c'était assez drôle encore. Maintenant, ça passe mal. Faire une blague sur les migrants, ça passe très bien pour toute une partie de l'électorat. Donc, on n'est pas encore rendu là et les migrants n'ont pas les outils pour répondre à ça. Il faut comprendre la dynamique migratoire. Il y a des facteurs, alors en anglais, push factors, pull factors. En français, facteurs répulsifs et facteurs attractifs. Je trouve que c'est mieux en anglais. Mais facteurs répulsifs, les migrants ont besoin de venir quelque part, de trouver un endroit, que ce soit des réfugiés qui ont besoin de protéger leur vie ou leurs droits ou leur liberté, que ce soit ce qu'on appelle des migrants économiques, puis ça c'est un terme, qui ont besoin de survivre, de faire vivre leur famille, d'envoyer leurs enfants à l'école, de créer un futur pour eux-mêmes et leurs enfants. Ça c'est les facteurs dans la situation dans leur pays d'origine est pire que la situation qu'ils espèrent trouver ailleurs. Donc c'est une migration quelque part de survie. Pas toutes les migrations sont des migrations de survie, mais beaucoup de migrants, et particulièrement les migrants en situation irrégulière, les migrants avec contrat de travail temporaire, sont des immigrations de survie. La distinction entre migrants économiques et réfugiés est difficile, moi je trouve, à justifier au plan scientifique. On dit souvent « Ah, les réfugiés ont besoin de protection, mais les migrants, ils n'ont pas besoin de protection ». Nous avons tous dans cette salle besoin de la protection de nos droits.
Et pour beaucoup d'entre nous, on n'y pense pas tous les jours parce qu'on peut toujours faire appel à la police, on peut faire appel aux tribunaux, on peut appeler un avocat, etc., si jamais on a un problème. Pour les migrants, ces trois options, pour beaucoup de migrants, particulièrement les sans-papiers, ces trois options ne sont pas là. Et donc, l'idée que la protection des droits, en général, est accessible aux uns et pas aux autres, c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Les facteurs attractifs. Les migrants ne sont pas idiots. Ils vont là où il y a des jobs. Même les réfugiés, dans la fuite panique initiale, peut-être pas, mais par la suite, il y a des stratégies de reconstruction d'une vie familiale, d'une vie active pour donner un avenir à ses enfants. Et donc, ils vont là où il y a des emplois. Il n'y a pas beaucoup de migrants qui vont au Portugal en ce moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois au Portugal. Il y a plus de Portugais au Mozambique que de Mozambicains au Portugal. Hein? On va vers l'Allemagne, on va vers la France, on va vers le Royaume-Uni. Et donc, ils viennent remplir des besoins de main-d'œuvre. Besoins de main-d'œuvre qui sont reconnus. Alors, on a besoin de IT, on a besoin d'ingénieurs, on veut bien des médecins, non pas des médecins, puis je parle à vous, là. On n'a pas besoin de trop de médecins dans beaucoup de pays, mais on a besoin de gens qui vont faire du commerce, qui vont faire ça. Dans les postes, ce qu'on appelle non qualifiés ou peu qualifiés, on a l'habitude de dire, les pays du Nord global, qu'on n'en a pas besoin. En fait, il y a des millions d'emplois occupés dans le Nord global par des migrants pour des jobs que nous ne voulons pas faire aux conditions qui sont offertes aux migrants. Hein? Moi, j'ai rencontré des migrants subsahariens ramassant les tomates dans le sud de l'Italie, 2 € de l'heure, 10 heures par jour. Hein? 20 € à la fin de la journée. Nous ne faisons pas ça. Et donc, quand on dit « les migrants veulent faire ce que les citoyens ne veulent plus faire », ce n'est pas vrai. À ces conditions-là, offrez 15 € de l'heure, vous allez avoir des gens sur les rangs. Donc, les besoins non reconnus de main-d'œuvre dans nos pays sont quelque chose dont nous ne parlons pas. Et nous avons des tas de marchés de l'emploi souterrains, clandestins, que nous ne voulons pas reconnaître. À Chabanel, on fabrique des T-shirts à Montréal. Ça coûte 5 cents de fabriquer un T-shirt au Laos. Comment ça peut être rentable de faire des T-shirts à Montréal avec le salaire minimum qu'on a? Ça ne se peut pas, sauf si on exploite les gens. C'est ça qui arrive. La précarité des migrants, elle est construite. Parce que ces marchés de l'emploi, nous savons qu'ils existent. Les députés qui sont responsables de Chabanel, ils connaissent très bien les manufactures de Chabanel. Ils le savent, mais on ne dit rien. On ne dit rien parce que ça, c'est des emplois. C'est des taxes. C'est des entreprises qui appartiennent à des Canadiens, probablement, ou à des résidents, et qui payent des impôts, et on ne veut pas tuer la poule aux œufs d'or, donc on ne dit rien. Et c'est vrai partout, dans toute l'agriculture, pas toute la construction, une grande partie de l'agriculture en Europe, en Amérique du Nord, une grande partie de la construction, des soins, les mines, tout ce qui est minerai, les pêcheries, mais ça c'est plus en Asie, et tout ce qui est hospitalité, restauration, hôtellerie. C'est des endroits dont nous savons que les migrants font baisser les coûts de main-d'œuvre pour ces entreprises et leur permettent d'être compétitives. Et nous ne faisons rien parce que sinon, nous risquons de mettre en cause l'existence même de ces entreprises. Et donc, on accepte qu'il y ait ce que j'ai appelé là, des relations d'emploi dangereuses. On crée des systèmes de précarité qui permettent aux employeurs d'exiger des migrants un travail beaucoup plus considérable que ce que leur salaire devrait leur permettre. Hein? Si vous êtes une travailleuse domestique philippine, par exemple, dans les pays du Golfe, vous êtes embauché pour vous occuper d'une famille de 2 parents, 2 enfants, vous arrivez dans le Family Compound, et là, il y a 3 familles avec 6 parents et 8 ou 10 enfants. Et vous êtes censé vous occuper de ça. Et vous pouvez dire non. Mais là, non seulement on vous demande de rembourser tous les frais dépensés pour vous faire venir, mais on vous renvoie chez vous et vous avez perdu l'argent que vous pensiez gagner pour rembourser les prêts que vous avez obtenus, les emprunts que vous avez faits pour venir. Vous n'avez pas le choix que de dire « oui, OK, je m'en occupe », au prix de votre santé. Et donc, nous créons et nous entretenons et nous tolérons des relations d'emploi dangereuses pour lesquelles les migrants ont peu de choix que d'accepter. Toutes les politiques contre la migration irrégulière
sont des politiques qui vont augmenter la précarité des migrants. Plus on réprime les migrants, plus on les enfonce dans la clandestinité, plus ils sont aux mains de gens qui les exploitent. Si on réprimait les employeurs, on réduirait considérablement l'offre d'emploi clandestin et donc on réduirait à terme l'immigration irrégulière. Les migrants ne sont pas fous, ils savent très bien où il y a des emplois, où il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'emploi, ils ne viennent pas. S'il y a des millions d'employeurs qui offrent des emplois clandestins, ils vont venir, et nous le savons. Et plus on met de la répression sur la migration irrégulière, plus on s'assure que ces migrants-là vont remplir exactement la fonction économique qu'on a déterminée pour eux. Et c'est vrai pour les politiques de migration temporaire. Les contrats de travail à employeur unique, contrat de travail temporaire à employeur unique, l'employeur tient dans ses mains la vie du migrant. S'il n'est pas content et qu'il renvoie le migrant perd son permis de travail, son permis de résidence, doit rentrer chez lui, n'est pas payé, ne peut pas rembourser les emprunts, etc., etc. Donc cette précarité, elle est construite et nous allons devoir passer, c'était une idée d'un de mes collègues australiens, Anderson, il faut passer d'une politique zéro tolérance en matière migratoire, migration clandestine, à une politique de harm reduction, exactement comme on est en train de faire pour le cannabis, par exemple. Tant que nous créons, et la prohibition dans les années 30, tant que nous créons une interdiction, une prohibition, nous enfonçons tout le monde dans des marchés clandestins et nous créons des Al Capone, par exemple, et des cartels de la drogue. Si on légalise, réglemente et on taxe l'activité, ce qu'on a fait pour l'alcool, ce qu'on est en train de faire pour le cannabis, et ça pourrait être fait pour l'immigration, nous permettons à ces gens-là d'être en accord avec la loi, de fonctionner et de s'exprimer, parce qu'ils n'ont plus peur d'être renvoyés. Donc, il faut entendre la voix des migrants, ça c'est une des clés. Il faut trouver les moyens de rendre aux migrants la voix qu'ils ont perdue. Les femmes le savent très bien, c'est seulement en élevant la voix qu'elles ont réussi à repousser les stéréotypes, puis ce n'est pas fini. Il a fallu Me Too, par exemple, 80 ans après avoir obtenu le droit de vote, et donc la bataille continue. Les migrants ne sont même pas rendus là. Il faudra penser au droit de vote pour les migrants à un moment donné, mais je pense qu'on est très loin de ça. L'idée, c'est le empowerment. Ce n'est pas une bonne traduction française. Il faut donner aux migrants la capacité de s'exprimer, d'aller en justice quand leurs droits sont violés, de parler, de participer au débat public. Participer au débat public, c'est important. Les politiques migratoires sont les seules politiques qui sont faites par des citoyens pour des citoyens et auxquelles les migrants ne participent jamais. Essayez de faire ça pour une politique de la santé. Hein? Une politique qui est faite par des gens qui ne sont pas du personnel de la santé pour des gens qui ne sont pas du personnel de la santé et auxquels le personnel de la santé ne participerait pas. Je veux dire, ça paraît absurde, ou une politique pour les femmes auxquelles les femmes seraient exclues, ce qu'on faisait il y a encore 50 ans. Pour les migrants ne participent pas au débat. Les politiques migratoires ne sont pas faites pour les migrants, elles sont faites pour les citoyens, les employeurs, les politiciens, etc. Et donc, il faut aller chercher tout ce qu'on peut trouver dans la société civile, dans les institutions, comme la Commission des droits de la personne du Québec et d'autres, tout ce qu'on peut trouver, et chez les gens qui travaillent auprès des migrants. Je pense aux inspecteurs du travail, je pense à la police. Tous ces gens-là qui sont en contact peuvent être sensibilisés à la situation des migrants, et il y a du travail qui se fait beaucoup avec eux, c'est très important. Et le rôle des villes va être très important à l'avenir, on va en parler. Il commence à y avoir un programme universel de cadre politique pour les politiques migratoires. C'est très récent. Techniquement, ça a 3 ans. Si on prend le processus au complet, ça a 13 ans à peu près. Autrefois, les États ne voulaient pas qu'on discute migration, par exemple, aux Nations unies. Pourquoi? Parce que ça relevait de la souveraineté, ça ne relevait pas de la coopération internationale. On parlait de réfugiés, mais pas de migration. Depuis 10 ans, 13 ans, il y a eu une discussion au plan international. Les États ont finalement reconnu, parce que l'Europe a été envahie, tout d'un coup, comme c'est un problème européen, ça devait être un problème mondial. Hein? Donc, les États ont reconnu qu'il fallait en discuter, même aux Nations unies, et ça s'est fait depuis 3 ans, avec une déclaration de New York en 2016 et avec l'annonce des
pactes mondiaux pour la migration et pour les réfugiés, qui a été fait en 2016 et qui ont été discutés, négociés et adoptés en décembre dernier à Marrakech pour le pacte mondial sur les migrations. Je passerai là-dessus. Là, je vous donne, il manque le haut, là. Oui, non, c'est bon, c'est ça, c'est le titre. Il y a dans le pacte mondial sur les migrations, qui a été négocié par les États, et là, on a eu un processus très intelligent de la part de 2 ambassadeurs, l'ambassadeur du Mexique aux Nations unies à Genève et l'ambassadeur de Suisse, soutenus par le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la migration internationale, qui était Louise Arbour, qu'on connaît bien ici. Et le bureau de Louise Arbour et ses 2 ambassadeurs ont travaillé très fort sur un texte qui a surpris tout le monde par sa qualité. Il y a des trous noirs là, dans le texte, tout n'est pas parfait, mais c'est bien meilleur que ce qu'on craignait. Et ils ont fait un processus tout à fait intéressant pour arriver à ce texte, une consultation très large, et ensuite une négociation qui a duré 6-7 mois. Et on est arrivé à un texte en juillet 2018 qui a été adopté à Marrakech en décembre 2018. Et il y a 23 objectifs. Là, je vous en ai mis plusieurs. Je vous les ai tous mis. En bleu, ceux dont je vais parler. Par exemple, il faut des données. Il faut des données exactes sur la migration. Personne n'en a. Au Canada, on est incapable de savoir combien il y a de migrants sans papier. Vous demandez à des fonctionnaires, vous avez des chiffres différents, et personne ne veut savoir. Parce que s'il y avait un chiffre exact, le ministre se ferait poser des questions sur pourquoi il monte, pourquoi il descend. Et donc, dans bien des pays, c'est très confortable de ne pas avoir de données. Ça permet de préserver le mythe qui a ce gros problème dont il faut s'occuper et de ne pas avoir de données pour répondre aux questions. Il faut s'assurer qu'ils ont, dans le Global Compact, donné une identité juridique aux gens, donner des certificats de naissance, donner des papiers, etc. Ça signifie que c'est un objectif même pour les sans-papiers. Il faut qu'on puisse, par exemple, les enfants de sans-papiers doivent avoir un certificat de naissance. Dans bien des pays, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que l'inscription à l'école 5-6 ans plus tard est impossible. Et donc, on a des problèmes énormes là. Il faut donner, et ça c'est la phrase peut-être la plus importante, il faut augmenter, et je prends le texte en anglais, là, parce que c'est celui qui a été négocié. La traduction française, comme souvent aux Nations unies, n'est pas bonne. Donc, allez regarder le texte anglais, c'est vraiment celui qui a été négocié. Il faut augmenter la capacité d'offrir et la flexibilité de voies de migration régulières. Les États doivent offrir des visas. Au lieu d'avoir des millions de migrants clandestins ou de migrants à statut temporaire, offrons des meilleurs visas, progressivement, pas du jour au lendemain, là, mais faisons ça, donnons-nous ça comme objectif. Évidemment, tout le droit du travail devrait s'appliquer à tous les travailleurs, migrants ou pas migrants, alors qu'actuellement, on ne s'intéresse pas beaucoup au droit, l'application du droit du travail aux migrants temporaires et aux migrants clandestins, encore moins. Il faut sauver des vies, ce qui en Méditerranée ou dans les déserts, dans le désert américain et mexicain pose des questions. Voilà les 23. La détention devrait être utilisée en dernier recours et il faut travailler sur des alternatives à la détention. Il y a des alternatives à la détention dans le système pénal, beaucoup d'alternatives à la détention dans le système pénal. Il n'y en a quasiment pas dans aucun pays dans le système de détention à l'immigration. Pourquoi? Parce que détenir des migrants, c'est bon pour la prochaine élection. Offrir aux migrants un passage en safe house, etc., ça ne rejoint pas l'électorat. Mais j'ai détenu tant de migrants durant mon dernier mandat, réélisez-moi, ça marche. À peu près partout. Offrir des services de base à tous les migrants. Et là, c'est tous les migrants. Pas seulement les migrants en situation régulière, les migrants en situation irrégulière aussi. Empower migrants. Ah, ça, c'est une phrase que j'aime, là. Ils l'ont mis dans un texte adopté par les États. Donner du pouvoir aux migrants. On n'a jamais entendu ça avant. Éliminer les formes de discrimination, changer les perceptions sur la migration et assurer la portabilité des prestations sociales, donc que des gens puissent recevoir les compensations ou la retraite dans un autre pays que dans ce pays-ci. Alors, là, je vais passer les plus et les moins parce que un élément que je veux noter, le mot « facilitation » est mentionné dans le texte anglais 62 fois. L'objectif, tout le basso continuo du Global Compact on Migration, c'est faciliter la migration.
la rendre plus facile, moins chère, plus sécuritaire, faire en sorte que les migrants trouvent des papiers, tout simplement. Et il faut le faire sur les prochaines décennies. Ça ne va pas se faire en criant ciseaux, mais ça va se faire sur les prochaines décennies. Le droit à l'unité familiale est mentionné 3 fois. Ce n'est pas un droit qui est dans le droit international des droits de l'homme, ça. Ça se développe en Europe, mais ça n'est pas dans le droit international des droits de l'homme. Mais dans ce pacte, ça y est. Et pour les migrants, par exemple, à contrat de travail temporaire, qui se voient interdire d'être rejoints par leur famille, ça signifie, ils devraient avoir le droit de se faire rejoindre par leur famille, même si c'est un contrat de travail temporaire. Ça, là, ça risque de changer les perspectives, mais ce n'est pas pour demain, on le sait. Un élément qui est important, dont on discutait tout à l'heure, avoir des services sociaux sans discrimination. Très important, l'établissement de firewalls. L'établissement de firewalls, c'est-à-dire de pare-feu, entre les services d'exécution d'immigration, de mise en œuvre de l'immigration, répression, et les services sociaux. L'idée de firewall, c'est que les services publics ne communiquent aucune information sur les migrants aux services de répression de l'immigration clandestine. Parce que, si on le fait, les migrants ne viennent plus chercher les services publics. Or, la mission d'un service de santé, de l'éducation, services sociaux, c'est de servir une population, pas de communiquer des informations. Et donc, on a des exemples partout de volonté des États de faire de la communication et de mettre en communication des bases de données nominatives. En Angleterre, la loi a imposé aux banques de dénoncer leurs clients sans papier. La loi a imposé aux propriétaires d'appartements de dénoncer leurs locataires sans papier et a imposé au système de santé de dénoncer leurs patients sans papier. Et le gouvernement a été obligé de revenir là-dessus dans les 3 cas et ne peut plus le faire parce qu'il y a eu un pushback énorme. Cette tendance-là, il faut la poursuivre. Il faut qu'il y ait un pare-feu systématique et qu'on ne transmette pas. Pourquoi? Pour donner confiance et pour permettre aux migrants d'avoir une voix, de parler à un médecin, à une infirmière, de parler à une éducatrice, de parler à... etc. Alors, évidemment, il y a bien des questions qui ne sont pas abordées. L'accès à la justice, ce n'est pas mentionné dans le Global Compact. Ce n'est pas un oubli. Je pense qu'ils ne veulent pas que les migrants encombrent les tribunaux, parce qu'alors là, si les migrants pouvaient aller devant les tribunaux comme nous irions, les tribunaux seraient engorgés pour 30 ans, parce qu'il y a tellement d'exploitation. Et donc, ça, je pense que c'est un oubli volontaire. Le droit à la vie privée, en matière, justement, de données nominatives, pas mentionné dans le Global Compact, les États ne veulent pas. Ils veulent être capables de transférer des données. Donc là, le rôle des villes n'est pas beaucoup mentionné. Et il va falloir qu'on imagine d'autres politiques d'immigration, ce que l'Europe appelle visa facilitation, visa liberalization, donc donner à de plus en plus de pays la possibilité, aux citoyens de plus en plus de pays de venir sans visa ou avec des visas facilement disponibles. Et il va falloir qu'on réduise nos marchés de l'emploi. Comment est-ce qu'on va faire survivre la fraise du Québec sans travailleurs migrants exploités? Et là, il y a une conversation sociale en ce moment qui n'a pas lieu parce que nous, les consommateurs, on est contents du prix de la fraise en saison. Le fermier est content parce que les fraises sont vendues. Le maire du village est content parce qu'il y a pas mal de fermes qui fonctionnent. Le ministre des Affaires extérieures, du Commerce extérieur est content parce qu'on exporte nos fraises. Le gouvernement est content et il n'y a personne qui se plaint. Alors, si personne ne se plaint et tout le monde est content, il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. Or, il y a un problème d'exploitation. Il va falloir qu'on s'en rende compte, il va falloir qu'on en parle, il va falloir qu'on réduise ces marchés clandestins de l'emploi parce que c'est ça qui fait venir les migrants en situation irrégulière. En conclusion, j'ai l'impression que le discours nationaliste populiste est une bataille d'arrière-garde des baby boomers. Nous avons peur, et je suis dans les baby boomers, nous avons peur pour tout ce qu'on a accumulé pendant 30-40 ans, et nous n'étions pas habitués, quand on était jeunes, à avoir beaucoup de diversité. Puis là, tout d'un coup, ça nous inquiète. Beaucoup de jeunes dans les écoles d'aujourd'hui, à Montréal, à Paris, à Genève et partout, passent leur journée avec des gens de partout, dont les parents sont venus de partout, et ils vont avoir beaucoup moins peur quand ils seront aux affaires dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, je pense qu'on s'en va vers des politiques un peu plus
raisonnable en matière d'immigration, moins fondée sur des stéréotypes. Je pense qu'il y a des discriminations que nous acceptons aujourd'hui que mes enfants n'accepteront pas, parce que leurs amis sont de toutes les couleurs et de toutes les religions. Je pense à rien en particulier. Il y a déjà ce changement générationnel, on le voit déjà chez les artistes, qui sont toujours en avance, l'effet Guernica, là. Les artistes sont toujours en avance, on voit les films et les livres traitent de migration et de diversité. La communauté des affaires veut de la diversité, veut de la mobilité. Les médias en parlent beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, les bons médias, pas la presse jaune. Le travail des ONG est énorme. Les syndicats commencent à s'intéresser à leurs futurs membres. Les tribunaux font un bon travail, protègent les migrants quand on arrive jusque-là, ce qui est assez rare. Les changements technologiques aident beaucoup. Les téléphones aident les migrants. C'est moi qui est trop long? Non. Et les villes font du beau travail. Et on voit, par exemple, notre maire Valérie Plante, qui a été une des promoteurs du Forum mondial des maires pour l'immigration, qui a été créé à Marrakech en décembre. Et elle a été une des principales porte-paroles. C'est elle qui a fait la déclaration lors de la conférence intergouvernementale. Les migrants eux-mêmes vont commencer à parler, parce qu'on va leur permettre de parler, et ce sont des héros dans leur famille, dans leur folklore familial. C'est eux qui ont réussi à nous établir. Et ça, ce sont des histoires qui vont faire partie de notre narratif dans une ou deux générations, comme ceux qui ont survécu à l'Holocauste ou ceux qui ont survécu à la grande crise des années 30 font partie de nos narratifs familiaux. Et enfin, les jeunes, j'en ai parlé, je pense que les jeunes vont changer la donne. Ceux qui ont entre 5 et 25 ans aujourd'hui, là, dans 20 ans, ils n'auront pas les mêmes peurs que nous avons. Donc, le pacte mondial est un baby step, c'est un premier pas, mais il va falloir qu'on travaille tous très fort dans les 20, 25, 30 prochaines années pour se rendre jusque-là. Et ça va prendre du temps. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, je m'appelle Alix Adrien, je suis médecin conseil à la direction santé publique. Et je voulais vous dire merci pour une présentation très inspirante. Vous avez gagné de nombreux fans autour de nous, certainement. Ma question porte sur les traités internationaux et j'étais intéressé de votre discours très optimiste et avec raison sur le traité qui a été signé récemment sur Marrakech. Ma question et mon commentaire portaient aussi sur l'historique de la signature de ce traité, où on a vu des pays qui, lors de la consultation, étaient très en faveur de ce traité-là. Et on a vu qu'au moment fatidique de signer, se sont reculés. Premier commentaire. Le deuxième commentaire aussi, l'historique du respect de la signature d'États crédibles comme le Canada dans des traités, par exemple, sur les droits de l'enfant. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans la situation à Montréal puis au Québec, on se pose des questions sur l'écart entre le moment de la signature de ces traités-là et la réalité terrain, peut-être l'ignorance de leur signature sur des traités que les pays signent finalement. Ouais. Je pense que l'exemple des droits de l'enfant est un bon exemple là-dedans. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ces sujets-là. Voulez-vous prendre d'autres questions ou comment voulez-vous fonctionner? Non. Je peux répondre? Oui. Alors, sur le Global Compact, premièrement, ce n'est pas un traité. Un traité, c'est un texte qui est obligatoire pour les parties, comme une loi. Ça, c'est un document, terme technique, ça s'appelle un acte concerté non conventionnel, c'est-à-dire c'est un texte sur lequel les États se sont mis d'accord, mais qui n'a pas de valeur obligatoire, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une résolution des Nations unies dans laquelle les États ont dit « bien voilà ce qu'on aimerait faire ». Mais ça n'a aucune valeur obligatoire pour nous. Il faudra attendre les pactes internationaux sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels en 1966, 18 ans plus tard, pour qu'il y ait un texte obligatoire pour les États. Là, on est au tout début d'un processus. En droit international, ça commence souvent par ce qu'on appelle de la soft law, du droit mou. Et ça, c'est du droit mou. C'est un texte dans lequel les États se sont donné un cadre conceptuel pour réfléchir dans les prochaines années à ce qu'il conviendrait de faire pour avoir des politiques migratoires mieux ajustées. Bon, en gros, c'est ça. Donc, les pays ont refusé
les pays comme l'Australie, la Hongrie, la Pologne ont refusé de signer ce texte, qui ne veut pas dire que ça les engage juridiquement. Alors, ils ont envoyé le message que ça menaçait leur souveraineté. Les États-Unis n'ont même pas voulu participer à la négociation, parce que ça menace la souveraineté. Ça ne menace pas la souveraineté. C'est un texte, un cadre conceptuel. Il n'y a rien d'obligatoire, ça n'oblige personne, ça ne peut pas être invoqué devant les tribunaux, etc. Mais politiquement, c'est exactement comme j'en parlais pour les migrants, on peut expliquer face à un président que non, ce n'est pas obligatoire, c'est un cadre conceptuel, etc. Ça a beaucoup moins de force que de dire « Ah, ça menace notre souveraineté ». Donc, ils se sont servis de ça. C'est un argument électoral. Ils vont être capables, dans les prochaines élections, de dire « Regardez, on a évité de se faire embarquer par les Nations unies dans quelque chose qui aurait été horrible pour nous. On aurait eu plein de migrants, etc. » C'est électoraliste. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le fond de la question. Deuxièmement, écart entre la signature, ratification des traités internationaux et leur mise en œuvre. Oui, il y a toujours un écart entre le droit et la pratique. Hein? Limite de vitesse sur l'autoroute Québec-Montréal, je ne sais pas combien vous êtes dans la salle, mais je pense que la plupart d'entre nous, on ne roule pas à 100 km/h. Donc, il y a un écart. On sait que la police a une pratique de n'arrêter personne avant 120. Donc, Donc, il y a toujours un écart. Et ça fait partie, je dirais, du travail des droits de l'homme, de commencer avec un texte, que ce texte soit un programme de travail, et nous travaillons tous avec. Personne n'avait dans l'idée, au moment de l'adoption des pactes internationaux de 1966, personne n'avait dans l'idée la protection des gays et des lesbiennes. Ça ne faisait pas partie de ce que les concepteurs de ce pacte avaient dans l'esprit. Mais c'est dans des textes comme ça, qu'on appelle des arbres vivants, bien, leur interprétation se développe, s'ouvre. Ils n'avaient pas dans l'idée non plus les migrants, parce que s'ils avaient eu dans l'idée les migrants, ça aurait été écrit citoyen à beaucoup d'articles au lieu de chacun, heureusement. Et donc, la mise en œuvre, elle se développe au fur et à mesure que nous nous battons pour la développer, que nous nous battons pour développer une doctrine. Et donc, ça prend du temps. Et il y a des écarts, mais si on se bat, on finit par réduire les écarts. Et dans beaucoup de domaines, au Canada, par exemple, on a quand même réduit un certain nombre d'écarts. Que ce soit les femmes, que ce soit les autochtones, que ce soit les gays et lesbiennes, que ce soit les détenus, les personnes handicapées, on a réduit un certain nombre d'écarts. Rien n'est parfait, rien n'est jamais parfait. Mais il y a du progrès qui est fait. Il y a aussi des régressions. Et ça, il faut être vigilant sur les régressions. Il y a une autre question. Oui, en arrière. C'est bon, puis après monsieur. Bonjour, je m'appelle Chloé Sebon, je travaille pour Médecins du Monde Canada. Merci, professeur Crépeau. J'apprécie beaucoup votre vision positive, mais ça rentre un petit peu en dissonance parfois avec ce qu'on peut voir, nous, sur le terrain. Je pense notamment à toute la criminalisation en fait, des ONG, notamment, qui donnent de l'assistance à ces personnes migrantes, et notamment ce qui se passe en Méditerranée. En 2014, on a commencé à mettre des bateaux en Méditerranée. En 2019, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun bateau de sauvetage à cause de cadres réglementaires et législatifs européens qui criminalisent en fait cette action-là. Je pense aussi à la France, qui est un signataire et qui a quand même été un promoteur du Global Compact for Migration, qui vend aussi qui fournit des bateaux en fait aux gardes-côtes libyens pour ramener les migrants vers leurs prisons et les situations d'esclavage qu'on connaît en Libye. Donc je voulais savoir un peu comment on part de là pour faire des progrès. Merci. C'est toujours une question d'imputabilité. Hein? Quand on fait des recours contre les États et qu'on obtient des résultats, parce que les tribunaux nous donnent raison, eh bien, tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouge. En matière migratoire, c'est beaucoup plus difficile, puisque les migrants ne parlent pas eux-mêmes, que ce sont d'autres qui parlent pour eux, que ce n'est pas les préoccupations des migrants ne sont pas des préoccupations des citoyens, et donc là, il y a un décalage. Alors, sur la criminalisation, c'est une tendance lourde, mais c'est une tendance lourde qui est de plus en plus notée et qui est de plus en plus pointée du doigt. Et donc, ça, on le sait, et c'est écrit, c'était dans le pacte mondial, il y a la réduction de la détention, par exemple, en matière migratoire, y compris l'élimination de la détention pour les enfants en matière migratoire. Donc, donc il y a du progrès en même temps qu'il y a des pratiques, parce que c'est souvent pas dans la loi, c'est dans les pratiques. Par exemple, vous l'avez mentionné, toute la stratégie des pays de l'Union européenne
pas de la Commission européenne qui représente l'intérêt général, mais des pays de l'Union européenne qui, voient leurs élections dans 1 ou 2 ou 3 ans. Toute la stratégie, c'est d'empêcher les migrants de sortir d'Afrique. Et donc, je peux même vous annoncer, parce que j'ai vu le projet, il y a un projet de règlement de Frontex, l'agence des gardes frontières européens, qui va permettre aux gardes frontières européens d'expulser des migrants d'un pays tiers vers un pays tiers. Les gardes frontières européens vont pouvoir expulser des Pakistanais du Sénégal. C'est extraordinaire comme pouvoir, ça. Extraordinaire. Mais c'est prévu dans le règlement. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça que si on fait pression sur le Sénégal pour expulser les Pakistanais, ils vont le faire, mais ils ne vont pas le bien faire, puis ils n'ont pas les moyens, puis ils ne sont pas bien formés, puis ils n'ont pas grand intérêt, franchement, là. Hein, ça sert à quoi de dépenser de l'argent pour faire des choses comme ça? L'Europe est en train de déplacer beaucoup de ses budgets de développement en Afrique vers du développement fondé sur la répression de la migration vers l'Europe. Donc, construction de centres de détention, fourniture de matériel informatique pour du Integrated Border Management, IBM. C'est un développement au sens très, très étroit. Ça va créer quelques emplois, mais ce n'est pas des investissements productifs, ça. On est dans le personnel de sécurité. Ça peut même créer des situations de sécurité encore plus dangereuses. La question de la détention en Libye, c'est extraordinaire de voir des dirigeants européens se congratuler, ça c'est en français, oui, se congratuler d'avoir libéré des esclaves en Libye et de les avoir ramenés chez eux dans la dignité, alors que, la situation des migrants dans les centres de détention en Libye, elle est connue depuis 15 ans. Il y a des films qui ont été faits par des Italiens, des reportages faits par des Italiens il y a plus de 10 ans, qui montraient ça graphiquement, avec des gens qui étaient arrêtés au sud de la Libye, payaient une rançon, torturés pendant qu'ils parlaient à leur famille pour que la famille envoie de l'argent, envoyés vers le nord de la Libye, renvoyés vers le sud, re-rançon, re-renvoyés vers le nord, re-renvoyés vers le sud jusqu'à 9 fois. C'était documenté depuis très longtemps. Et nous savons très bien que la stratégie des pays d'Europe, en ce moment, c'est de faire en sorte que la Libye arrête ces migrants, donc les détienne. Alors, se targuer d'avoir renvoyé les gens chez eux dans la dignité, alors que c'est l'objectif de la politique de répression libyenne, financée par l'Europe, c'est une hypocrisie extraordinaire. Donc, oui, en effet, il y a tout ça. Mais moi, je suis quand même fasciné par le fait que les États ont négocié un texte qui regarde à beaucoup plus loin que ça. Et je pense qu'en effet, sur les 10-15 prochaines années, il y aura très peu de progrès. Je pense qu'on est dans une ère nationaliste populiste. Les nationalistes populistes vont épuiser leur arsenal électoral. Ils vont démontrer qu'ils ne contrôlent pas la situation. Ils vont démontrer que leur politique aboutisse à plus de catastrophes qu'avant. Et dans 10 ans, dans 15 ans, l'électorat va se fatiguer, comme toujours. On se fatigue toujours des dirigeants. Et on va vouloir changer. Ça, c'est mon optimisme. Mais à court terme, je suis pessimiste comme vous. Dernière question avant de passer à notre prochaine. Voilà, bonjour, je suis Fatiki Rapria, je suis de l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles. Donc, j'ai également apprécié votre vision positive, très optimiste sur la migration. Autant je comprends que les politiques en lien aux femmes, que les femmes soient impliquées, les politiques en lien à des professionnels de santé, que l'opinion des professionnels de santé soit intégrée. J'ai du mal à voir comment intégrer le point de vue des migrants dans les politiques en lien à la migration dans un pays. Et donc, je me posais la question, comment vous envisagez ce dispositif? Comment pouvoir rendre la prise en compte finalement des migrants dans les décisions en lien à la migration? Oui, excellente question. À long terme, moi je trouve que le droit de vote devrait être associé à la résidence. Donner le droit de vote aux résidents qui payent des taxes et obéissent à la loi. Je trouve ça assez extraordinaire que le descendant d'immigrants italiens en Argentine, 3e génération, né en Argentine, ait le droit de vote en Italie, alors que le descendant d'immigrants turcs en Allemagne, 3e génération, né en Allemagne, n'a pas le droit de vote en Allemagne. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Soit on donne accès à la nationalité beaucoup plus rapidement, ce que font le Canada, l'Australie. C'est beaucoup plus long en Suisse, entre autres. Et des fois, ce n'est pas possible. Au Qatar, vous ne pouvez pas acquérir la nationalité, jamais.
Donc, le droit de vote à long terme, mais on n'y est pas là. On parle à 30 ans ou à 50 ans. On n'y est pas rendu. À court terme, le travail de porter la voix des migrants, c'est à nous et c'est aux migrants. À nous qui travaillons avec les migrants, et donc les professionnels de la santé, quand ils disent « nous avons besoin de plus de ressources pour faire face à telle question de santé posée par les migrants », ils portent la voix des migrants. Les éducateurs, les professeurs, les enseignants portent la voix des migrants. Si on pouvait faire la même chose, par exemple, avec les inspecteurs du travail. Le problème des inspecteurs du travail, c'est qu'on en a fait souvent, dans beaucoup de pays, des auxiliaires de l'immigration. Et je sais qu'il y a 10 ans, je n'ai pas commencé aujourd'hui au Québec, mais il y a 10 ans, les Travail Québec travaillaient main dans la main avec l'immigration et allaient dans les entreprises pour chercher des migrants sans papier et les dénoncer à l'immigration. Là, Travail Québec devrait avoir pour mandat, c'est peut-être changé depuis, là, je ne veux pas m'avancer sur aujourd'hui, mais Travail Québec devrait avoir pour mandat de faire respecter le droit du travail pour tous les travailleurs de la part des employeurs. Et c'est sur les employeurs qu'on devrait faire peser l'inspection, pas sur les migrants. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire avec une institution. La Commission des droits de la personne du Québec a fait son premier rapport, et jusqu'à présent son seul rapport, sur le travail migrant temporaire en 2011. C'est une institution née en 1975. Aujourd'hui, le traitement des migrants au Québec avec les Autochtones, c'est probablement les deux questions de masse de violation des droits de l'homme au Québec. De masse, je parle. La Commission des droits de la personne n'a pas osé avant 2011. Pourquoi? Parce que l'État ne voulait pas en entendre parler. Et quand ils ont publié leur rapport en 2011, la réaction des deux gouvernements a été très dure. Très dure, en disant « ça ne vous regarde pas, c'est de la souveraineté nationale, ça regarde la sécurité internationale, etc., ça ne vous regarde pas. » Bien, il va falloir que ces institutions travaillent mieux, travaillent plus. Et il y a des institutions qui le font. L'Agence de l'Union européenne pour les droits fondamentaux fait rapport sur les femmes migrantes, sur les enfants migrants, sur les détenus dans la migration, sur les arrestations aux frontières, sur les hotspots en Grèce et en Italie, etc. Rapport sur rapport. Et ça a un impact. Donc, il va falloir qu'on travaille avec nos institutions, avec la police, que la police soit mieux formée à comprendre les migrants, à répondre aux besoins des migrants. C'est une des idées de Firewall, par exemple, que la police locale, et je sais que ce n'est pas possible à Montréal en ce moment, mais c'est possible dans beaucoup de villes américaines, que la police locale annonce « Nous ne contrôlons pas les papiers d'immigration. Si on vous arrête parce que vous avez brûlé un feu rouge ou un stop, on ne contrôle pas vos papiers d'immigration, on ne veut pas le savoir. On veut être là pour protéger toute la population. Appelez-nous s'il y a des coups de feu chez les voisins. » Parce que les migrants en situation irrégulière n'appellent pas la police s'il y a des coups de feu chez les voisins. Pourquoi? Parce qu'ils vont se faire poser la question tout de suite. Alors, l'idée, pour moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de porte-parole de la condition des migrants. Et petit à petit, ça va inclure, moi je pense, beaucoup de jeunes dans les écoles qui ne verront pas pourquoi leur copine doit rentrer dans son pays parce que toute la famille est expulsée. Ils ne comprendront pas ça. Il y aura des injustices qui vont animer leur recherche de justice dans leurs jeunes années, dans leurs études, etc. Donc, je pense que ça s'en vient, mais c'est un travail dans lequel il faut porter beaucoup plus que ce que d'autres populations minoritaires, mais qui ont pu voter, ont pu faire. Pour les gays et lesbiennes, il a fallu sortir du placard, c'est sûr. Mais à partir du moment où il y en a quelques-uns qui ont décidé de le faire, souvent avec des dommages au plan personnel, etc., il y a eu un mouvement qui s'est fait dans la population. Et ça s'est fait. Pour les migrants, ça va être beaucoup plus dur que ça. Merci beaucoup. Je vous en prie.